Et salut tout le monde, bonjour aujourd'hui, bienvenue dans Divulgation et Vérité. Et aujourd'hui, c'est mes deux invités qui sont là. Bonjour Antoine, bonjour Gérard. Salut Nicolas, salut tout le monde. Bonjour Nicolas, bonjour Antoine. Donc, bonjour à vous. Et merci de pouvoir participer à Divulgation et Vérité. Donc aujourd'hui, le thème qui sera accordé sera les multinationales. Donc, on va vous expliquer comment procèdent les multinationales pour se faire du pognon, du blé, et comment elles sont aujourd'hui, je veux dire, dans quelles conditions aujourd'hui à se trouver. Est-ce qu'elles sont en faillite ou est-ce qu'elles sont très très bien? Donc, on va particulièrement parler des grosses multinationales qui dominent le monde. J'ai parlé des 10 plus grosses multinationales, à savoir Mondelez International qui dirige Oreo, Ben Nuts et tout. Euh, Mars qui dirige Mars Sneakers et tout le bazar. Unilever pour les produits d'hygiène, genre Dove, Nivea et tout, avec le glyphosate qui va dans les serviettes de nana. Euh, Kellogg's avec leurs céréales OGM. Coca-Cola et plein d'autres multinationales qui sont servies, ils sont des filières en fait d'une seule et grosse multinationale qui s'appelle Monsanto Company, qui se situe aux États-Unis, qui est d'ailleurs le premier producteur d'OGM au monde. Donc, déjà, on va définir le mot multinational. Pour ceux qui ne connaissent pas, le mot multinational, ça vient de multi en grec ancien qui veut dire plusieurs, et national du latin nation qui veut dire État. Donc, ça veut dire en fait que c'est une entreprise qui est basée dans un pays, mais qui s'expanse sur plusieurs pays. Donc, dans plusieurs États. C'est pourquoi le multinational. Donc ça c'est la définition. Euh, on va vous parler de la plus grosse multinationale qui existe, à savoir c'est Monsanto. Vous avez des commentaires, Antoine, Gérard? En fait, à part que ces multinationales à travers le temps, elles prennent des formes différentes en fonction des produits qu'elles vendent. Par exemple, Monsanto, c'est le meilleur exemple qui me vient. À l'époque, elle faisait un gaz toxique pour la guerre. Ensuite un herbicide, et là elle a carrément infiltré l'industrie agroalimentaire. Et le Roundup, c'est très connu de cette multinationale, mais après elle s'est vraiment infiltrée dans le sens camouflé dans tous les produits industriels alimentaires, et c'est devenu un vrai virus en fait aujourd'hui. Mm. Oui, tout à fait. Oui, oui. Bah, il y a un groupe à l'origine, bah, en sommet de pyramide, et après ils changent de nom et tout ça. Mais en fait, en réalité, à l'origine, c'est la même boîte. Non, exactement. C'est la même boîte qui dirige, mais après, bon, bah, c'est réparti un petit peu d'une façon, on va dire, fractale. Donc, dans différentes sociétés qui n'appartiennent en réalité, qui sont dirigées par la même boîte, entre guillemets, d'origine, dont Monsanto, bien entendu, hein. Voilà. Voilà. Et donc, oui, donc je tiens aussi à rappeler, parce que tu as évoqué, Antoine, le Roundup. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Roundup est en fait un herbicide très très puissant à base de glyphosate. Et qu'est-ce que le glyphosate? Le glyphosate est en fait tout simplement euh, un produit chimique, toxique bien sûr, qui éradique toute forme de vie végétale. Donc, c'est sûr, c'est marqué sur le produit, c'est un herbicide très puissant. Pour ça, on ne va pas les contredire. Mais par contre, les inconvénients sur la nature et sur la planète Terre, ils sont davantage. Car si vous mettez du glyphosate dans votre jardin, vos engrais naturels seront détruits. Les petites bêtes qui contribuent à votre jardin seront détruites. Votre terre sera moins cultivable et en plus stérile.
Et donc, il faut savoir aussi, et ça c'est la petite astuce, que le glyphosate est présent dans les serviettes d'hygiène pour les femmes, qu'à se mettre, vous savez où. Et c'est très très inquiétant tout ça. Voilà. Et ça c'était la Oui, petite astuce. tu fais bien de préciser, Nicolas. Effectivement, il n'y a pas que les végétaux qui sont atteints par cette merde. Il y a également toute la vie, en particulier les abeilles et d'autres, les papillons et les moustiques, entre guillemets, qui sont des pollinisateurs, donc qui permettent de féconder les fleurs des plantes et donc d'obtenir des fruits. Hein, donc ça réagit sur toute la nature. Bien sûr. Donc, comme je vous ai préparé un excellent résumé, je vais vous partager mon écran sur à la fois Monsanto, quelle est son histoire, voilà. Mais tout d'abord, alors, quelle est son histoire? Et après, je vais vous faire voir cette mieux comme ça. Donc, je vais raconter quelle est son histoire Monsanto, et après, je vais vous montrer combien de bénéfices a se fait en ce moment et combien la bourse elle est en train de faire. Donc, comme vous le voyez sur Wikipédia, Monsanto Company, c'est une société qui s'appelle généralement Monsanto, qui est américaine et qui est spécialisée dans les biotechnologies agricoles. Voilà. Après, il vous montre encore d'autres petites astuces, comme par exemple l'agent orange de l'aspartame et de l'hormone bovine, qui est d'ailleurs l'hormone bovine, c'est elle en France qui a créé la vache folle. C'est ça qu'il faut savoir. Ensuite, vous avez d'excellentes entreprises qui sont spécialisées dans le secteur. Le plus connu, c'est Syngenta. Syngenta qui est aussi implanté en France. Faut savoir que Syngenta est une belle compagnie de produits chimiques dans le monde. Et donc vous le voyez sur le petit cadran à droite. Donc vous voyez sa forme juridique, hein, société anonyme, ses actions. Hein, donc son siège social dans le Missouri, à Saint-Louis, dans le Crève-Cœur. Et on voit ses principales activités, donc l'agro-industrie, les semences, les produits phytopharmaceutiques, etc., etc. Et les produits qui sont phares, c'est-à-dire le Roundup, l'agent orange, les semences génétiquement modifiées, OGM, et le Terminator, qui est moins connu. Alors c'est vrai que Terminator, quand on dit comme ça, c'est très très explicite. Donc elle a été, à savoir qu'à la base, elle a été construite avec la Fondation Monsanto, et la Fondation Monsanto, qui par la suite a été une entreprise et c'est devenu la Monsanto Company. Voilà. Donc ça après pour les quatre, là il vous affiche le chiffre d'affaires, mais c'est un chiffre d'affaires, attention, en 2012. Voilà. Moi je vais vous montrer le chiffre d'affaires en 2016. Donc ça va être différent de celui de 2012. Donc après, vous voyez, vous avez énormément de sommaires énormément de rubriques dans le sommaire, excusez-moi. Quel est le produit, l'entreprise, qu'est-ce qui concerne les différents produits, les OGM et tout. Et bien sûr, il vous ne parle pas forcément de son gaz toxique qui a été utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, je ne sais pas d'ailleurs comment il s'appelle, mais tu sais comment il s'appelle? Ça s'appelle le gaz moutarde. Ouais, merci. Le gaz moutarde, comme le docteur dans le Cluedo. Donc voilà, donc Monsanto c'était au début une entreprise à fondation chimique. Et puis par la suite, comme ils voyaient que l'agroalimentaire était en pleine expansion et en pleine évolution, qui d'ailleurs on voit très bien aujourd'hui domine le marché de l'agriculture, ils se sont fait un max de pognon sur ce marché-là, en pleine évolution à cette époque, et donc ils se sont mis carrément on peut se dire les mains en or dans les poches. Donc après ils ont fait des bénéfices de malade et ils se sont développés et c'est ainsi qu'ils ont développé bien sûr
diverses sociétés. Donc vous voyez, donc je vous passe une petite revue vite fait. Donc la production actuelle, voilà, c'est les herbicides, le lasso, le plus connu, le Roundup, et les fongicides, c'est le Latitude. Donc Monsanto commercialisait 9 variétés de maïs génétiquement modifiés, donc ils reconnaissent quand même, ils reconnaissent qu'ils modifient les semences d'origine, ce qui est très mauvais pour le corps humain, bien sûr, parce que quand on modifie ne serait-ce un petit maïs, quand on l'avale nous, après c'est notre génétique qui se modifie. Et par la suite, plus que vous en mangez, plus que votre génétique se voit modifiée. Ça, c'est un fait. Et il faut savoir aussi à la base que les OGM ne sont pas faits pour le corps humain, mais sont faits d'ailleurs pour un autre corps, qui s'appelle le corps reptilien. Pour ceux qui ne connaissent pas, le corps reptilien, ça vient des reptiliens, une civilisation extraterrestre qui mange beaucoup de négativité. Et les OGM en font partie. Voilà, donc ça c'est la production actuelle. Ils ont arrêté des productions comme les hormones de croissance, qui est né sous le nom de Polysac, et les polychlorobiphényl, l'agent orange en gros. Voilà. Donc ça c'est beaucoup de sujets qui concernent Monsanto. À savoir que oui, c'est bien que je t'arrive sur ce truc-là, c'est que en fait Monsanto, ils vous le disent pas bien sûr, mais à travers leur culture et leur agroalimentaire, ils détruisent énormément de vies de d'autres pays comme l'Inde, comme les pays pauvres, Haïti, les Africains et un peu les Chinois. Et donc par la suite, comme ils détruisent la santé des personnes, ils détruisent aussi les terres qui sont dans le pays, car ils cultivent avec des OGM, bien sûr. Donc voilà. Voilà, une pétition, c'était très récemment en fait, qui a été lancée en 2016. Donc ça fait, en fait, c'était il y a 2 mois en fait, ça a été lancé et en fait, ça n'a pas du tout fait son succès parce que ils se sont vus refuser provisoirement pendant 18 mois le glyphosate et après ils l'ont autorisé. C'est tombé il y a 5 jours. Donc là, on va aller sur les données. Alors avant, est-ce que vous avez, Gérard et Antoine, des petits commentaires pour cela? Oui. Alors, ça complémentarise, enfin, ça complète ce que tu disais en fait concernant tous ces produits chimiques qu'ils mettent dans l'alimentation. C'est un but précis à un certain palier de compréhension qui est de faire muter l'ADN de l'homme en faveur de certains agendas des gouvernements. Enfin, des gouvernements, c'est plus que ça, mais bon. Je pense que les gens vont comprendre. C'est-à-dire que, en fait, le plus d'être mauvais corps à l'origine, il fait muter notre ADN. Et, il fait muter notre ADN. Et donc, comment dire, s'il y a autant de sucre raffiné, d'aliments pauvres et morts dans nos assiettes, enfin dans l'industrie agroalimentaire, donc dans la plupart des assiettes des gens, c'est pas uniquement pour qu'ils se détruisent la santé, c'est aussi alors il y a des raisons multiples, je l'ai dit rapidement, attaquer la glande pinéale, muter, connecter un maximum la personne de sa conscience et la connecter au cerveau reptilien, comme tu le disais. Parce que tous ces aliments vont être favorables pour ce cerveau, que reliés à la peur, à l'instinct de survie et à toutes ces émotions. Oui, je peux ajouter, pour rebondir sur ce que tu dis aussi, ça a un effet qui bloque la reconnexion de ce que les scientifiques appellent l'ADN poubelle. Oui. Qui permettrait aux humains d'avoir plus de, entre guillemets, pouvoir, de capacité. Et donc, il a été déconnecté il y a très très longtemps, et c'est péjoratif ce que les scientifiques disent en l'appelant poubelle. Ce n'est pas vrai, c'est pour ça que
les humains, les terriens, pardon, souffrent. Donc voilà, donc c'est un des objectifs aussi. Il faut savoir, j'ajoute, que ceux qu'on appelle les reptiliens mangent de la viande humaine, qui a le même goût que le porc. Voilà, la petite info. Oui, bah, je pense que c'est pas nouveau, je pense, pour ceux qui ont déjà testé le briquet sur la peau. Quand on brûle ne serait-ce un poil de, de notre bras ou un poil de notre genou avec un briquet et qu'on sent derrière après, ça sent le cochon, quoi, on va pas se leurrer. Donc ça, c'était la petite connaissance sur Monsanto. Là, on va passer au niveau de la bourse. Ah, la bourse. Alors, comment ça se passe? Alors, je vais vous expliquer en 2-3 secondes comment se passent en fait les bourses, parce que moi, j'étais trader pendant un moment. La bourse, c'est tout simplement une spéculation en ligne qui est basée sur les hautes fréquences. Donc, c'est des algorithmes sur ordinateur. Et ils jouent en fonction de soit un produit qui sort, soit une vente à très grand succès, comme l'iPhone 6 pour Apple, ou soit d'une démission de la PDG ou de l'administration ou de quelqu'un qui va prendre des parts. Voilà. Là, c'est pas on va pas faire une analyse sur tel et tel type, on va faire une analyse sur Monsanto en général dans le monde de la finance, à savoir que c'est tous les mois et je remonte à 2014 jusqu'à 2016 pour vous faire bien sûr une explication rapide. Vous voyez qu'en 2014, septembre, ils avaient alors 112,51, ça vous dit rien, mais si je vous dis 112 billions de dollars, 51, ça vous parle plus. Voilà. Donc ça, c'est ce qui valait Monsanto en 2014 en septembre. Ensuite, il a augmenté son chiffre d'affaires à 115,04. Il a augmenté et il n'a pas arrêté jusqu'à 120. C'est son plus haut depuis qu'il a été créé. Donc en février 2015, il a atteint son plus haut, le 120,43. Il a eu un énorme succès, bien sûr, avec le produit Roundup aux États-Unis. Et après, il a commencé, mais alors vraiment très grandement, à décliner. De 120, il est passé à 112, qui a perdu beaucoup de points. Donc là, il était à 112,54. On peut voir le volume ici qui est à 72 millions de dollars de perdus. Ça, c'est le volume qui a été perdu, bien sûr. Ça, c'est ce que vaut l'action de Monsanto. Donc, il a été à 112, ensuite, il a augmenté un petit peu et il a encore décliné jusqu'à 85, le plus bas de l'année 2015, parce que le plus bas en fait de Monsanto, ça a été 68, je crois. Donc, il n'a pas connu son plus bas. Après, il a augmenté un petit peu et il a fait jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire ce mois-ci, 107,05. Donc, enfin, là, vous pouvez voir, ça c'est du direct en fait. Là, ils sont à 107 billions de dollars en actifs, c'est en direct. Et si on fait sur toute l'année, enfin sur les 2 ans là, on peut voir en fait que Monsanto est en train de perdre énormément de chiffre d'affaires. Donc si on passe de 112 à 107, on voit qu'ils ont décliné de pratiquement 10 billions de dollars. Voilà, ils ont perdu pratiquement 10 billions de dollars en l'espace de 2 ans, ce qui est énorme. Donc voilà, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Bah, à part dire que ce que tu dis, c'est logique, j'ajoute juste que je suis en économie, enfin, ça paraît fou, mais enfin, fou, non, je suis en bac économique et social. Et on a travaillé pas mal sur les actions, sur les obligations avec la dette et tout. Et ça montre d'ailleurs à quel point le formatage vis-à-vis d'habituer les gens, le conditionnement vis-à-vis de ce fonctionnement
économique est fort. Enfin, il y a une banalisation de la dette, on déclare et on considère que la dette est quelque chose de révolutionnaire. J'exagère pas mes mots, hein, je dis ça par vécu. Et les gens, bon, quand ils comprennent pas tout, bah, ils se disent, oh, bah, c'est pas grave, ben, on va faire comme si c'était bien comme ça. Et du coup, on remet pas en question les mécanismes. Et quand on les connaît, on voit que, alors pour ma part, je trouve ça un peu délirant de voir comment ça fonctionne pour certains points, surtout la dette en fait en elle-même. Oui, bien sûr. Bah, écoute, moi personnellement, je vais te dire, moi j'ai été un trader pendant très peu de temps. Donc, en fait, pour t'expliquer vite fait mon parcours, moi je suis cuisinier de base et j'ai été trader pendant 6 mois. Voilà. Donc, bien sûr, comme tout économie qui se respecte, j'ai suivi un cours en express pendant un mois, dont j'ai obtenu le Ouais, je master. vois. Et après, j'ai fait du trading et j'ai vu la philosophie et je suis 100% d'accord avec toi qu'en fait, la philosophie de la finance, c'est plus tu fais de dette, plus que ça rapporte. Et j'ajoute même, en fait, vu que tu le dis, tu l'as été, que en fait, ce métier en lui-même de trader et tout ce qui se rattache directement avec l'économie virtuelle, entre guillemets, puisque ça se fait en ligne sur une plateforme artificielle, ce qui est derrière, la conscience qu'on y met derrière est complètement déconnectée de nous-mêmes et fait fonctionner j'ai envie de dire directement le cerveau reptilien. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Pas directement le cerveau reptilien, mais c'est vraiment une déconnexion de soi-même, une espèce de d'hypnose collective par rapport à quelque chose qui n'est que du vent au final. C'est un jeu vidéo d'argent. C'est ça, c'est ça. Mais Oui. c'est une plateforme où que tu as des chiffres qui spéculent, tu vois du rouge, du vert et tout, et toi tu es là en train de mettre 10, 20, 1000, 80 000, et après, ça explose. Oui, bah, tout à fait. J'ai des amis voilà, qui jouent entre guillemets en bourse, qui m'ont expliqué le fonctionnement, mais que je connaissais déjà. Effectivement, tu fais des dettes virtuelles parce qu'en fait, tu ne sors pas d'argent de ton porte-monnaie, et puis effectivement, ça rapporte. C'est exact ce que vous avez dit. Et oui, ça Et c'est. j'ajoute même, ah pardon, si Vas-y, tu veux. vas-y, vas-y, vas-y. J'ajoute même que c'est important d'en parler, tu m'y fais penser, mais en fait, vu la transition qu'on est en train de vivre, tous les métiers comme trader qui sont rattachés à des multinationales vont dans le sens uniquement du profit vont s'écrouler et créer des traumatismes et des dégâts très très forts chez beaucoup de gens qui sont dans ces domaines-là. S'ils refusent la transition, il y a déjà beaucoup de suicides d'ailleurs par rapport à ça. Voilà. Oui, mais c'est sûr. Donc, ouais, ça c'est clair. Donc là, on va passer. Donc après, là, on a été à Monsanto. On va passer, bien sûr, à la plus connue. Mais alors, j'ai envie de dire, c'est quand même le gros succès de la grande filière de Monsanto. J'ai nommé Coca-Cola. Coca-Cola, c'est un peu pour moi la boisson à pétrole. Parce que vous voyez la couleur du Coca, ça ressemble à l'or noir, quoi. L'or noir. Ah, du pétrole, oui. Donc, Coca-Cola Company, ou bien abrégé en Coca-Cola, est apparu aux États-Unis dans les années 1880, donc dans la décennie 80 de 1800, et son siège est à Atlanta. Atlanta, c'est dans l'État de Géorgie aux États-Unis, qui se trouve en plein continent. Euh, donc, alors, qu'est-ce que Coca-Cola? Coca-Cola, c'est tout simplement une boisson à base de feuilles de coca. À savoir que la feuille de coca est une drogue naturelle, douce, certes, parce qu'on l'utilise au Pérou ou en Amérique latine, mais c'est une drogue douce, naturelle. Voilà. Les Péruviens s'en servent particulièrement parce que comme ils vivent en très haute altitude,
c'est leur minimum d'altitude à eux, c'est 2400 mètres. Donc, forcément, ils ont besoin de respiration. Et pour avoir la respiration, ils prennent une feuille de coca brute et ils la mâchent. Comme ça leur fait oublier l'altitude et ils peuvent vivre et respirer comme nous on le fait à 0 mètre d'altitude. Voilà. Donc ça c'est pour Coca-Cola. Donc après vous connaissez la société, j'ai pas besoin de vous le rappeler. C'est une société qui produit une boisson gazéfiée à base de coca, avec de la caféine et j'en passe. Hein. Vous avez les principaux ingrédients ici. À savoir que pour faire du Coca-Cola, si on fait une production à hauteur de 186 millions de bouteilles, il faut vider le lac de Michigan. Donc pour ceux qui ne voient pas à peu près la superficie du lac du Michigan, je vais vous le faire juste là. Lac du Michigan, c'est lac Michigan. Merde. Voilà, ça 117 600 km². C'est le besoin d'eau pour 186 millions de bouteilles Coca-Cola. Énorme, j'ai envie de vous dire, énorme. Donc c'est pourquoi il a asséché, rien que cette société-là a asséché des lacs en Amérique latine, surtout au Pérou. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont été en procès plusieurs fois. Donc, comme je vous l'ai expliqué en ironisant, couleur brune, moi j'appelle ça la boisson pétrole, parce que c'est quand même une boisson très très noire, on va dire. Ils ont fait plein de variantes light, parce que c'est on peut dire sans sucre. Hein. Allégé en sucre, on va plus dire, parce que c'est le zéro. Zéro, c'est sans sucre. Le life, c'est à base de stevia, donc en fait, le sucre est remplacé par la stevia. Mais ce que vous oubliez après, c'est que il y a le glucose qui le complémente, la stevia. Donc en fait, vous avez plus de sucre que la stevia dans le glucose. Après, vous avez le sherry qui est à la cerise, le décaféiné, bon, ça j'ai pas besoin de vous le faire, et le vanille pour avoir un petit goût. Voilà. Donc ça c'est tous les trucs de coca. Voilà, la feuille coca qui est là, hop, on peut l'agrandir comme ça. Ça c'est la feuille de coca qu'on trouve principalement en Amérique latine, hein, bien sûr. Donc ça c'est une pub hein, dans les années 80 de Coca-Cola. Alors buvez du Coca-Cola à 5 cents, donc chez nous ça correspond à 5 centimes d'euros. Et puis vous pouvez voir ici, c'est marqué l'office de la maison, Coca-Cola Company à Atlanta en Géorgie, branche à Chicago, Philadelphie, Los Angeles, signé Dallas. Voilà. Avec une rose, et c'est un peu en gros la boisson aristocrate dans ces années-là. C'est la boisson un peu riche, on va dire, qui est devenue après la boisson normale pour tout le monde. Oui, bien sûr. Oui, vas-y. Oui, pardon. Oui, bah c'est pour ça que les jeunes, une majorité de jeunes américains, sont, je vais dire, obèses, hein, obèses parce qu'ils boivent beaucoup de coca et tous les dérivés du Coca-Cola. Oui, oui, bien sûr. Et Et, c'est juste pour vous compléter rapidement, il y a tout un symbolisme et une magie noire derrière cette multinationale avec le Père Noël, Coca. Rien que le nom Coca, ça il faut me dire dans le symbolisme, mais en gros, si vous faites attention, et ça j'ai vu, je vais vous dire le nom, j'en parlais avec une amie. C'est alors Bruno Benoît, c'est un youtubeur qui avait fait des vidéos dans beaucoup de décodage de symbolisme, et en fait dans le nom Coca-Cola, le symbole Coca-Cola, on voit les trois. Et alors c'est ça, mais en plus le Père Noël, je vais le dire, hein, c'est un peu le père
pédophile, sataniste, qui est représenté en tant que bon parent qui aide les enfants, mais il y a toute un symbole, comment dire, un symbolisme inversé de la part de personnes qui avaient une lecture, une certaine lecture de la magie noire, qui l'ont utilisé pour le rendre très public et tout. Mais ça, il faut approfondir, c'est une réalité. Mm. Bien sûr. Et d'ailleurs, tu fais très bien d'en parler. Il faut savoir aussi que le Père Noël que l'on connaît aujourd'hui, à savoir le Père Noël qui est vêtu d'un grand manteau rouge avec un bonnet rouge, c'est Coca-Cola qui l'a conçu. Parce qu'à l'époque, il était vert. Parce qu'en fait, si je vous explique précisément l'histoire du Père Noël, vite fait, pourquoi il était vert? Parce qu'en fait, le Saint Nicolas, alors c'est pas pour faire référence à mon prénom bien sûr, mais le Saint Nicolas est vêtu de vert, comme c'est un saint et à l'époque c'était un évêque, donc il était vêtu de vert pour les messes. Ainsi le Père Noël a perpétué ses habits et Coca-Cola a décidé tout d'un coup de le mettre en rouge parce que sa marque déjà est en rouge et puis parce que ça faisait plus style pour ces époques-là. Donc la mode a pris le cours et puis le Père Noël est devenu rouge comme on le connaît maintenant, bien sûr. Oui, je te précise pour rebondir sur ce que tu dis, Nicolas, qu'il faut savoir dans l'art des couleurs, le rouge est la couleur complètement opposée au vert. Hein, lorsque les gens qui connaissent la colorimétrie, donc c'est l'opposé vraiment du vert. Hein. Quand on voit pour ceux qui savent l'agencement, les mélanges des couleurs en peinture, etc., le rouge est complètement à l'opposé, l'inverse du vert. Voilà. D'ailleurs, je te complète, Gérard. Noël commercial, c'est-à-dire le Noël le plus fréquent dans la société occidentale, il faut savoir en fait un certain niveau, une fête satanique. C'est une fête en fait où il y a qui sert un peu de portail, de lieu de pratique occulte pour faire des portails. Et en fait, tout converge dans du côté commercial vers le satanisme, les tendances, les choses, tout s'inverse. Comme tu as dit, Gérard, c'est un peu parfait ça. Oui, bien sûr. Déjà pour rebondir sur toi, Gérard. C'est que oui, la couleur du Père Noël étant le rouge étant symboliquement dans les couleurs la couleur du sang, et le vert, je crois que c'est la couleur, si je me trompe pas, la couleur du bonheur, c'est ça? C'est ça, ça correspond au chakra du cœur. D'ailleurs, le vert, hein, puis ça, ça symbolise aussi la nature. Il faut savoir que le 25 décembre, prétendument la fête de la naissance de celui qui était appelé Jésus sur cette planète, en fait, c'était à l'origine une fête dite païenne, d'accord? Hein, donc, qui était, voilà, c'était ça à l'origine. Et donc, ça a été repris par la Kabbale et compagnie. Hein, donc, voilà, il n'y a pas de secret. Hein. Quand on ouvre les yeux, on comprend vite la symbolique de toutes les merdes qui nous foutent sur le marché à l'heure actuelle. Avec le Père Fouettard, t'as parlé de Saint-Nicolas, et le Père Fouettard, c'est l'exemple concret, c'est-à-dire devant nos yeux, du symbolisme, du satanisme et de la pédophilie des enfants, où le Saint-Nicolas est un peu enchaîné ou fouetté par le Père Fouettard, et les gens, on conditionne les gens à consentir avec leur inconscient à toutes ces pratiques, en fait, par les dessins animés. J'ai entendu l'autre jour, ma sœur regardait un dessin animé à la télé, avec des amis à elle, il parlait dans le dessin animé, il faut désactiver l'accélérateur à particules, tu vois. Enfin, c'était une phrase que j'ai entendue, et ça me confirmait qu'en fait, dans les dessins animés, surtout les récents dessins animés qui passent sur TF1 et tout ces merdes, il y a vraiment une programmation comme jamais, quoi. Surtout avec ce qui se passe. Ah bah bien sûr, bien sûr. Bah, c'est simple. D'ailleurs, bon, on va peut-être pas s'étaler autant parce que j'ai encore 8 Oui, sujets à faire, mais pour compléter un peu le truc,
j'ai récemment une amie qui est institutrice dans une école et elle me dit qu'en fait le système scolaire a totalement changé. C'est-à-dire que de notre époque, aussi bien de la nôtre, Antoine et moi, que de la tienne, Gérard, c'était on sort les cahiers, on sort la petite trousse avec son stylo, on prend le stylo et on marque les leçons qui sont écrites au tableau à la craie ou au stylo pour les gens comme nous. Et ben maintenant, c'est effacé tout ça, c'est complètement différent parce que la nouvelle génération va apprendre avec des ordinateurs. Voilà, ça va plus être les profs qui vont faire les cours, ça va être les ordi. Parce que les ordinateurs ne vont pas être juste un visuel de diaporama, comme on l'avait nous, Antoine, dans notre école, mais ils vont être à la portée des gens et des enfants. Parce que c'est les enfants, au lieu d'écrire, ils vont taper sur l'ordinateur. Comme ça, déjà, ça va les rendre plus flemmards à écrire quelque chose. Donc, bien sûr, ils vont perdre la notion d'écrire leur propre langage. Et puis, en plus, ça va les conditionner avec l'œil dans une fréquence telle que ça les abrutit à devenir un peu lobotomisés, si on peut dire. À savoir, bien sûr, que moi, étant sensible par mon épilepsie des fréquences qu'émettent les ordinateurs, comme là j'ai de mon écran, ou les écrans de télé que j'ai devant moi qui sont totalement éteints parce que je n'utilise pas et j'en ai pas besoin, et toutes les fréquences autres qui sont semblables, à savoir les radios, les télécoms et j'en passe, euh, je ne, je ne peux pas devant un écran télévisé ou même devant mon écran Mac d'ordinateur, je ne peux même pas passer 4 heures d'affilée. Je veux dire, j'ai une limitation de 4 heures, sinon au-delà de 4 heures, je subis un peu des brouillages dans mon cerveau. Et il faut que je fasse des pauses. Sinon, je suis complètement déconnecté de la réalité, mes yeux ils commencent à s'alourdir et puis je m'endors. Voilà. Oui, il faut savoir une petite précision aussi que l'écriture, comme beaucoup de choses, lorsqu'on écrit quelque chose, contrairement à ce que les gens pourraient croire, ça émet de l'énergie. Hein. Et Antoine le sait très bien. Par exemple, sur une bouteille d'eau, de préférence en verre plutôt qu'en plastique, il suffit d'écrire une bonne intention pensée volontairement sur un morceau de papier, la coller sur cette bouteille pour modifier sa structure, je vais dire, moléculaire. Hein, donc, pour la purifier ou lui faire effectuer euh, certains je veux dire, pouvoir dégager certaines énergies bien déterminées. Hein. Donc, toute écriture, contrairement à ce que les gens pourraient penser, émet de l'énergie. Tandis qu'avec les ordinateurs, ce n'est plus la même chose. C'est des, entre guillemets, c'est de l'énergie aussi qui circule par les ondes, mais c'est récupéré par qui on sait. Tandis que quand il s'agit d'écriture manuelle, ça ne peut pas être récupéré par qui on sait. Voilà le but de maintenant de faire travailler les enfants avec des tablettes ou des ordinateurs. Hein, ça se fait de plus en plus à l'heure actuelle. Excuse-moi Nicolas, après je te laisse, c'est vraiment, là c'est important, ça nous vient d'arriver. En fait, l'ordinateur, hein, le support d'internet, c'est simple. Soit on l'utilise pour développer des recherches qui émanent de nous-mêmes, soit c'est un paradis pour le contrôle mental, en fait, comme la télé, hein, mais ça peut être pire, parce qu'en fait, internet, c'est un support à double tranchant. Soit on s'en sert vraiment pour se ressourcer, pour des informations qui sont capitales pour notre conscience, et donc ce à quoi on est fait, soit on se laisse happer littéralement par toutes les entités qui grouillent sur Internet pour nous contrôler mentalement par l'écran. Oui, oui, c'est vrai ce que tu dis, Antoine. Ouais, ok. Bah, du coup, là, on a défini qu'est-ce que c'était Coca-Cola. Parce que là, on a encore un peu de temps, mais ça va. Donc, oui, alors, justement, c'est ça que je voulais faire un petit truc sympa. C'est que Coca-Cola
tout comme d'autres multinationales comme Ford, ont contribué au Troisième Reich de la Seconde Guerre mondiale. C'est marqué ici d'ailleurs. Par exemple, regardez, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, le Troisième Reich représente le second marché de la compagnie Coca-Cola après les USA, avec une production de plus de 100 millions de bouteilles. Il participe à 2 soirées privées, le président de la compagnie Robert Woodruff, organisées par Göring et Goebbels, Goebbels étant le bras droit d'Hitler. Son séjour dépassa donc le cadre de la banale visite de courtoisie aux dignitaires d'un pays au marché important. Et du coup, c'est que là, c'est avec le Reich que Coca-Cola va connaître son succès en Europe. Donc, comme il a continué de le faire aujourd'hui. Voilà. C'était très important pour les Européens à énoncer ce truc. On va passer du coup, parce que ils le définissent pas contrairement à Monsanto, on va passer donc aux bénéfices qu'ils ont fait durant le mois, durant les années 2014-2016, que je reprends toujours d'ailleurs. Alors j'avais dit que Monsanto, ils étaient en très forte chute, ils avaient perdu pratiquement 10 billions de dollars. Coca-Cola est aussi en chute, mais très faiblement comparé à Monsanto. Alors ici, c'est les données en temps réel, et là, c'est les données qui ont été mises sur les 2 dernières années. Au mois de septembre, il commence avec 42,66. Donc, il faut savoir que 42,66, ce n'est pas exprimé en billions, mais en milliards. À savoir que le milliard est en dessous du billion. Voilà. Donc, l'action Coca-Cola est à hauteur, en septembre 2014, de 42 milliards 66 de dollars, ce qui est quand même assez conséquent. Et ensuite, voyez-vous, il va atteindre son plus haut en mars de cette année, et après, il va rester stable à hauteur de 42-43 près. Donc, si on regarde le tableau en général, on aperçoit en fait une très légère baisse de Coca-Cola, que je prévois d'ailleurs à moins 1,75% sur les prochains mois qui vont venir. Donc, comme on connaît une stagnation comme ça et donc on n'a pas d'évolution, derrière il y a bien sûr des retombées conséquentes qui sont énormes. À savoir que si, là on part du mois d'août 2016, si là l'action est à 43,46, si Coca-Cola dans les mois qui suivent font comme je vous le dis, ils perdent une variation de moins 1,75%, c'est-à-dire qu'en fait ils auraient une perte sur par exemple, si c'est le mois prochain, ils auraient une perte d'environ, je dis bien environ, 5 à 6 milliards de dollars. Donc, c'est-à-dire que, hop, disparu les 5 et 6 milliards de dollars. Ce qui est énorme pour une société comme Coca-Cola. Je tenais à le préciser. Vous voulez des commentaires ou je continue? Vas-y. Okay. Oui, continue. Ok, c'est bon. Donc après, on va passer à la société Mondelez International, qui n'est pas en fait une société hispanique, donc espagnole en fait, ou mexicain. C'est une société 100% américaine. Donc je vous explique. En fait, Mondelez International, à la base, c'était Kraft Food. Pour ceux qui connaissent, Kraft Food, c'est les fameuses, c'est la marque qui a fabriqué Heinz, qui a bien sûr fabriqué les pâtes Kraft Food, qui a fabriqué les cheddar pour McDonald's Kraft, qui sont bien sûr à base de 1% de fromage et de 99% de produits chimiques. Parce que si vous passez un cheddar de
Kraft ou un cheddar de chez McDonald's et que vous le passez au briquet, vous verrez qu'en fait votre fromage il va littéralement être carbonisé ou soit il va prendre feu. Voilà. Ce qui n'est pas normalement le cas d'un fromage vraiment pur sain. Euh, du coup, Kraft, comme il a été en procès, il a dû changer de nom. Il a pris le nom de Mondelez International. Et du coup, Mondelez International, c'est une société qui fabrique des biscuits, d'accord? Donc toujours dans l'agroalimentaire, qui fabrique des biscuits surtout à base de chocolat. Donc c'est les fameux biscuits Lu et les biscuits petits Lu, le Pépito qu'on connaît très bien, hein, Pépito, Pim's et plein d'autres marques comme ça sont de Mondelez International. Ça c'est pas loin parce que comme c'est une filière de Monsanto, ce n'est pas loin bien sûr de Monsanto, donc c'est à peu près dans le même état là où est Monsanto, c'est dans l'état de l'Illinois, à savoir la ville principale Chicago. Voilà. Comme vous l'avez vu dans la petite dernière phrase, Mondelez International vend ses produits dans environ 165 pays, à savoir que dans le monde nous avons 198 pays, et dispose d'installations de fabrication et de transformation. Déjà, quand vous relisez ça 3 fois, vous vous dites qu'il y a un problème, dans 58 pays. Donc, ils ont des installations qui fabriquent le biscuit, hein, et qui le transforment. Donc déjà, quand on fabrique un biscuit, je pense que là, le biscuit, il est bien, tu vois, il est assemblé comme il faut. Et si on le transforme, c'est que généralement, c'est pas bon. Parce qu'on le transforme, mais pas forcément dans le bon. Si vous voyez ce que je veux dire. Bref. Donc c'est beaucoup dans les confiseries et dans le biscuit qui font. Donc comme je vous l'ai dit, le Lu, le petit Lu, Pépito, Pim's, etc. M&M's et j'en passe. Ils ont eu une fusion avec Philip Morris, les fameux cigarettes, bien sûr. Philip Morris. Donc vous voyez ici, bien sûr, toutes les sociétés dans lesquelles ils sont le racheteur, à savoir General Food, Maxwell House, le café, Tang, Oscar Mayer, Jell-O, ainsi que d'autres confiseries françaises, Hollywood Chewing Gum, Malabar, ça c'est les petits bonbons qui peuvent faire chewing gum avec les grosses bulles, et Crema, un bonbon qui est très bon. Voilà. Et chez nous, j'ai envie de dire, c'est la marque la plus connue. Ça vient de la vache. En plus, j'ai parlé Milka. Milka, c'est de Philip Morris à la base. Maintenant, c'est acquis par Mondelez International. Voilà. Donc, ils récupèrent tout ça. Comme vous l'avez vu, ça vient de Kraft Food à la base, qui est maintenant Mondelez International. Et là, vous avez tous les biscuits qui sont à leur portée. Alors pour ma part, je vous enverrai sur la petite description, si je peux la modifier, bien sûr, je vous enverrai une entière copie de toute ma liste que j'ai faite concernant les produits Monsanto. Voilà. Donc là, vous voyez leur chiffre d'affaires. Bien sûr, évidemment, je vais vous montrer le chiffre d'affaires plus récent de 2014 à 2016. Voilà. Voilà. Donc, c'est bon, toujours rien? Ce que tu dis en fait c'est super parce que ça permet aux gens qui ne savaient pas de prendre conscience que tout ce qu'on mange, tout ce qui nous entoure dans le commercial, ça se rejoint, c'est très proche, même des marques qui ont rien à voir, comme tu as dit avec Philip Morris et l'alimentaire. Et en plus, on comprend que ces groupes qui sont des entités gigantesques, non, désolé, hein, mais il faut le dire, rien à battre des gens.
tant qu'elles font toujours du profit. Ça, c'est important. C'est-à-dire que ce qu'il y a derrière ces groupes qui te font de la nourriture, c'est pas pour ton bien, c'est juste pour que tu achètes et que tu te fasses de l'argent à un certain niveau. Et après, il y a des niveaux pour les gens, enfin courageux, pour les gens qui ont envie d'aller voir, beaucoup plus sombres et beaucoup plus approfondis. Mais le premier voile, c'est vraiment ces groupes ne cherchent pas. Vraiment, ne cherche pas le bien et ça ferait longtemps que les prix, enfin, ça ferait longtemps que ça se saurait, on mange tous les cancers et après, si tu attends, tu parles des industries pharmaceutiques, enfin, tout est interrelié, c'est un schéma vicieux en fait. Ouais, c'est ça, oui. Ok, excusez-moi, là, j'étais en train de répondre à un de mes lecteurs, là, je suis bombardé de questions. Et donc, oui, tu parlais du fromage tout à l'heure, là. Moi, j'ai fait l'expérience aussi du faux fromage avec le vrai. Effectivement, ça crame, hein, alors que le vrai, il ne crame pas. Eh ben oui. Ben oui, c'est sûr, mais c'est tellement logique. Un produit chimique, quand tu le passes à une flamme, ça crame, c'est inflammable. C'est logique. Donc, donc, comme prévu, je vais vous faire le chiffre d'affaires de 2014 à 2016. À savoir que par rapport aux deux autres, c'est une mauvaise nouvelle. C'est que il est en forte hausse. Comme vous pouvez le voir sur l'ensemble des actions qui se portent au milliard, euh, Mondelez International est en très forte hausse. Il est paru en 2014 à 34,27 et il a cessé d'augmenter jusqu'à aujourd'hui à 43,44. Donc, malgré tous les indicateurs que vous voyez en rouge, moins et quelques, moins 5, moins ceci, moins cela, si vous faites la globalité du schéma, vous verrez qu'en fait, il démarre vers le 30 et progressivement, il va dans le 40 et en fait, il a atteint le 40 en mai 2015 et hop, et il s'enflamme après jusqu'à 43-44. Voilà, donc là, il est malheureusement, on peut dire qu'il est en très forte hausse et que je pense que vu comment il est parti, il va continuer dans sa lancée et que dans environ, si mes prévisions sont bonnes, dans 4-5 mois à peu près, il va connaître son apogée et il va redescendre, donc il va rechuter avec des pertes d'environ 2-3 milliards de dollars par mois, je pense. Après, je peux me tromper. Voilà. Toujours rien? Non? C'est bon? Ok. On va passer à Kellogg's. Donc, Kellogg's, alors, contrairement aux autres multinationales, Kellogg's est une compagnie familiale à la base et qui, par la suite, est une compagnie plus familiale. C'est une compagnie actionnaire qui contient des actions, donc qui est qui est cotée en bourse, excusez-moi. Euh, donc c'est une entreprise qui fait pour les céréales, hein, spécial cas de Kellogg's, Miel Pops, les Krusty Back de Kellogg's et plein d'autres choses, hein, Crunch et tout. Ça c'est le fameux Kellogg's. Donc ils sont beaucoup spécialisés dans les céréales avec le petit-déj. Hein, donc vous verrez ensuite voilà, tous les trucs. Donc ils sont dans le blé, ils sont à fond là-dedans. Leur siège social est à Battle Creek dans le Michigan, donc non loin du précédent. Le précédent était Mondelez. Vous avez aussi, grâce à Pringles, parce que c'est quand même Pringles qui a fait fortune pour Kellogg's, qui a monté à hauteur de 2,7 milliards de dollars. Donc c'est quand même très très bien. Kellogg's a racheté, alors ça je ne savais pas par contre, je viens de l'apprendre. Kellogg's s'est racheté
Procter Gamble. C'est en fait, vous le verrez par la ah non, 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 c'est pas marqué. Vous le verrez par la non, enfin, vous verrez pas du tout même. Kellogg's, oui, alors Procter Gamble, c'est en fait les produits hygiéniques. Je m'explique. Les brosses à dents, les dentifrices, Colgate, c'est du Procter Gamble. Maintenant, comme il a été racheté par Kellogg's, c'est Kellogg's. Euh, c'est aussi tout ce qui est les savons, les après-rasages, les rasoirs. Parce que oui, ça paraît con, mais un rasoir est naturellement contaminé par les OGM. C'est totalement con ce que je dis, mais c'est vrai. Des mouches à raser, enfin tous ces trucs-là, voilà. Ça, c'est Procter Gamble, qui maintenant est à Kellogg's. Et ça, c'est ce que Kellogg's a principalement. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a Miel Pops, Special K, Coco Pops, les cornflakes, et j'en passe. Donc, vous voyez, ça, c'est la première publicité dans les années 1910, donc avant la Première Guerre mondiale. C'était la première publicité pour Kellogg's. Donc on voyait en anglais, hein, c'était marqué The Sweet Earth of the Corn, c'est-à-dire en fait le cœur du blé, avec en dessous Kellogg's, toaster le blé sur votre céréale, gagner c'est la farine que vous pensez avoir, de la fleur, le céréal favori dans des millions de maisons. L'origine est de la signature William K. Kellogg. Voilà. Donc c'est maintenant, ça fait partie de Monsanto. On va voir les chiffres d'affaires qui ont été faits. Ici, ça s'arrête à 2011. Comme d'habitude, je vous le fais sur les 2 années. À moins que vous ayez 2-3 petits commentaires. D'ailleurs, c'est juste pour compléter ce que tu disais. Ouais, en fait, je remarque avec mon propre ressenti que même à l'époque, que ce soit en termes visuels et même pollution, je pense, c'était moins perverti qu'aujourd'hui. J'ai l'impression que là, on atteint les summums en perversion dans les images, les jeux qu'ils implantent et tout, et que Kellogg's et même certaines marques étaient différentes, même si l'intention était la même. Mais là, je sens qu'aujourd'hui, on a atteint les summums dans les multinationales, les produits qu'on voit dans les supermarchés et tout. Je sais pas si vous avez compris ce que j'ai voulu dire, mais Oui, moi j'ai compris ce que tu voulais dire. C'est que je vais le retranscrire, c'est-à-dire que je vais faire le décodeur canal pour ceux qui n'ont pas trop compris. C'est que en fait, à l'époque, avant la Première Guerre mondiale, les produits de chez Kellogg's étaient moins pervertis, comme le dit Antoine, mais j'ai envie de dire pour ma part, étaient moins, euh, comment on pourrait dire, moins sévères, on va dire ça comme ça. Et donc, ils avaient plus envie de vendre leurs produits, entre guillemets, sains, que maintenant comme ils font. Il faut savoir à l'époque que les parts d'OGM venaient de naître, donc Kellogg's au début n'avait pas de part d'OGM. Ils faisaient leur blé naturel. C'est à partir des années 30, donc je ne vous cache pas que les années 30 c'est les années Reich, hein, ça c'est connu de tout le monde. À partir des années 30, ils ont bien sûr pris 100%, et quand je dis 100%, c'est vraiment 100% des parts d'OGM sur le marché de l'agriculture, et à partir de là, ils ont vendu en Europe, parce que en fait, le Reich, le Troisième Reich, n'est pas forcément que de la misère, les camps de concentration qu'on a connus et tout le tralala, c'est aussi à la fois un peu le bonheur des entreprises comme Kellogg's, Ford et j'en passe, parce que c'est le premier marché européen qui s'ouvre à eux. À savoir que bien sûr, la montée au pouvoir de Adolf Hitler est bien sûr liée avec Wall Street. Wall Street étant américain, c'est la bourse américaine. Voilà.
J'ajoute à ça, Nicolas, en complément, vraiment en complément, que tous ceux qui, enfin la plupart des hommes d'affaires qui partent d'une famille très pauvre et qui deviennent très riches très rapidement, je dis ça avec des connaissances sûres, ont été en quelque sorte repérés par certains groupes qui avaient le contrôle de l'économie pour que ces personnes-là servent de vitrine et de représentants et d'actionnaires par rapport à une entreprise, à des actions. Bon, je vais essayer d'être plus explicite parce que je sais que des fois c'est pas forcément clair ce que je dis. Mais en gros, je vais prendre le cas. Il y a des cas concrets, par exemple aux États-Unis, où il y a un fermier qui grandit dans une famille de paysans et qui un jour, quand on regarde son parcours de vie, devient très 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 riche, devient même millionnaire. Et ça, ça arrive pas tous les jours et en fait, ça a des raisons précises. C'est vraiment artificiel en fait. Le système économique et tout ce qui va avec est très très artificiel. Et en fait, tout ce qu'on nous montre à la télé, aux infos, en politique, et la politique, j'appelle ça le théâtre, c'est du théâtre, c'est vraiment des vitrines, quoi. C'est pour faire joli, quoi, presque, même si c'est plus compliqué. Hmm, exactement. Donc on va passer, excusez-moi, on va passer aux actions. La bourse de Kellogg's. Oui, parce que merde, j'ai oublié de le mettre en mensuel. Voilà. Donc Kellogg's est bien sûr cotisé en bourse, comme toutes les autres multinationales de Monsanto. Et une fois de plus, on le remarque avec Kellogg's encore. Kellogg's rend très. Alors là, j'avais dit à Coca une très forte hausse, mais là, j'ai envie de dire pour Kellogg's, c'est même plus une très forte hausse. C'est carrément la gloire totale. Quand vous voyez qu'en septembre, il a commencé à 61,60, à savoir toujours que 61 milliards point 60, d'accord? Ça, c'est l'action. Euh, il est commencé à 61,60. Aujourd'hui, 2 ans après, il a augmenté de 20 points. Pour ceux qui s'y connaissent dans l'économie, 20 points, c'est ultra énorme. C'est comme si que 20 points en bourse, c'est comme si que du jour au lendemain, la veille, vous avez le bidonville, demain, vous avez la villa. C'est exactement la même chose. C'est énorme. Là, vous avez en septembre 2014 61,60, en août 82,54. Sur la marge, 20 points, c'est équivalent à environ 2000 milliards de dollars. C'est énorme comme chiffre d'affaires. Et je pense que là, s'il part comme ça, et avec les temps qui viennent, il va encore avoir un peu de succès. Voilà, pour ma part. Ce qui est ici, c'est en temps réel, bien sûr. On va passer à PepsiCo. PepsiCo, le concurrent de McDonald's, n'importe quoi. Le concurrent de Coca-Cola. McDonald's, qu'est-ce que je dis? Ça, c'est un Pepsi, ils le vendent dans les. D'ailleurs, en disant McDonald's, PepsiCo, il se vend dans KFC, alors que McDo vend Coca-Cola. Bizarre. Donc, Pepsi, concurrente à Coca-Cola, c'est aussi la deuxième entreprise agroalimentaire du monde, même si à la base ça fait des boissons, hein, comme je dis toujours à base de pétrole. Donc, quels sont ces produits phares? Ces produits phares, comme on le voit à droite, c'est le Pepsi. 7-Up, c'est une boisson à base de citron, vert ou jaune. Tropicana, c'est une boisson à base de jus d'orange. Lipton Ice Tea, c'est une boisson à base de thé froid. C'est-à-dire que le thé, tu l'as fait tremper avant, tu l'as mis au frigo et puis tu le ressors, tu le mets dans une bouteille. Le Quaker, qu'est-ce que c'est que le Quaker? Le Quaker, en fait, c'est tout simplement du blé OGMénisé. En gros, c'est du blé avec des OGM. Et principalement, ils vendent ça en flocons d'avoine. Voilà. Mais ils vendent aussi en blé et autres sortes.
Mais leur produit phare aux Quakers, c'est le flocon d'avoine, c'est le plus vendu. Il représente, le flocon d'avoine, 72% de son marché à Quakers. Lay's, c'est tout le monde le connaît, les chips au barbecue, au piment ou autre. Ben Nuts, à savoir que Ben Nuts, c'est pas seulement que les cacahuètes comme on prend à l'apéro. Ben Nuts, c'est aussi les petits triangles, c'est aussi les petites grignoteries qu'on prend à la collation de 4 heures ou au biscuit entre 4 heures et le repas de midi. Et vous avez aussi Doritos. Alors Doritos, c'est bien connu pour chez les Mexicains par contre, hein, parce que c'est moins connu chez les Occidentaux. Chez les Mexicains, c'est plus connu parce que c'est une sorte de biscuit en fait qui se marine avec une sauce très pimentée. La plus pimentée, c'est la sauce au piment d'oiseau. À savoir que le piment d'oiseau, ça a un exhausteur de goût énorme. Enfin, ça, c'est naturel, l'exhausteur de goût, d'accord? C'est pas artificiel. Voilà. Donc, voilà, vous avez là, ici, la marque de tout ce qu'ils ont. Alors, principalement, c'est des boissons, hein, mais après, ça va aussi dans la biscuiterie. Comme je vous le disais, voilà, anciennement, les anciennes propriétés Taco Bell, KFC, Pizza Hut. Il s'inspirait aussi de Yum. Et là, vous avez son chiffre d'affaires, évidemment, en 2013, ce qui n'est pas bien sûr à l'ordre du jour. Je vais vous le montrer tout de suite. Mais avant, est-ce que vous avez, mes chers amis, des commentaires? Oui, enfin comme tout ce que tu as dit. D'ailleurs, concernant KFC, excusez-moi, j'y ai déjà mangé, hein, mais en fait, c'est une horreur pour y manger là-bas parce que c'est énormément viandeux. Il y a quasiment que de la viande et en fait, en sachant qu'elle est maltraitée, la viande du KFC comme du McDo, hein, mais particulièrement du KFC, ça imprègne le lieu en fait et les gens de colère de tout ce qui était dans le poulet quand il a été tué. Et du coup, on le sent quand on va dans ce genre d'endroit de fast-food. Il y a une certaine tension, agressivité, comme Burger King, McDonald's. Moi, j'y allais il y a pas très longtemps avec ma famille, mais j'y vais. C'est une autre partie de moi qui y va. Hein. Tout ce que tu dis, j'en ai déjà mangé. Hein. Et l'important, c'est d'en prendre conscience et de le transmuter, surtout maintenant. Mais vraiment, quand tu t'en rends compte, c'est terrible. Tu vas dans un endroit comme le KFC, mais tu as l'impression d'être dans un abattoir. Et quand tu sens les énergies, il y a des énergies de mort, des énergies de souffrance qui règnent en fait autour. Les employés sont très affectés, on le sent en fait, si on est attentif. Oui, c'est tout à fait exact ce que tu dis, Antoine. Tout à fait exact. Moi, je ressens ce genre. Enfin, moi, je vais pas dans ces endroits. Je te le dis tout de suite. Hein, mais, euh, donc, s'il m'arrive de passer à proximité, déjà à distance, je le sens. Ça. Tout à fait. Voilà. Donc, je vais, parce que là, du coup, je vous ai fait tout ça. Je vais vous montrer, via les actions, le chiffre d'affaires de PepsiCo sur 2 ans. Donc là, idem, j'ai envie de vous dire, PepsiCo a connu on peut dire une augmentation forte. Hein. C'est pas une légère, c'est pas une très forte, c'est une augmentation forte, c'est tout, de ses revenus et de ses actions. À savoir que, comme vous le voyez, en septembre 2014, il est apparu à 93,09. C'est-à-dire qu'en fait, je vais vous expliquer. Monsanto est la seule action où on compte en billions. Tout le reste, PepsiCo, Coca-Cola et tout ce que je vais vous citer derrière, c'est en milliards. Voilà, comme ça je vais être tranquille et ça va être clair. Donc, oui, donc là, on est à hauteur de 93 milliards de dollars, 0,09. Et après, vous voyez, ça augmente petit à petit, tout doucement, et ça arrive jusqu'à aujourd'hui, bien sûr, mais c'est toujours en révision, 108,13. Donc c'est en augmentation forte, comme je le dis. Je pense qu'ils vont augmenter encore pendant 7 mois à peu près, avant de plonger.
ça va être connu bien sûr parce que ils vont plonger. Alors je dis 7 mois, ça se trompe, je me trompe, ça peut être aussi bien 3-4 mois parce que la fin du dollar est comme elle est proche, donc qui dit fin du dollar et que eux ils sont référencés en dollars, et bah ça va être la fin de toute activité économique, donc ils vont plonger avec. La fin du dollar est prévue pour février ou janvier 2017. Donc ça va aller très vite, quoi. Voilà. Donc une augmentation forte, c'est tout. C'est juste à préconiser. Voilà. Ensuite, Nestlé, la fameuse société. Alors c'est la seule qui est pas américaine. C'est la seule. Elle est suisse. Et oui, elle est suisse. C'est moi-même j'étais un peu sur le cul quand j'ai su ça. Nestlé est suisse et non américain. Et du coup, bah c'est en France-Suisse. Voilà. Euh, donc Nestlé, entreprise suisse dans l'agroalimentaire. Alors Nestlé, qu'est-ce qu'ils vendent? C'est simple. Ils vendent des marques telles que, comme on connaît, les Nestlé dans les Kit Kat, les Nestlé avec Lion, les Nestlé comme les yaourts, panier de Yoplait et d'autres, j'en cite. Voilà, donc voilà, c'est plus là-dedans. Ils ont 40, dans les filiales à eux, ils ont 447 usines dans 86 pays. Donc là, on peut voir un peu la photo de la publicité à l'époque. Oui, tu vois, d'ailleurs, c'est beaucoup plus, pour moi, avec mon ressenti, c'est beaucoup plus pur à l'origine de l'intention que maintenant, en fait. Maintenant, c'est vraiment moche. À la limite, là, le dessin, même si je sais que d'où ça vient, pour les gens qui ne savent pas vraiment ce qu'est Nestlé et toutes ces multinationales, enfin, c'est mon avis personnel au final, mais je trouve ça beaucoup plus joli en tout cas que ce qu'ils mettent, l'image de Lion et de tout ce qu'ils mettent sur les trucs pour enfants. Enfin, pour enfants, où ils ciblent les enfants. Mm. Donc là, c'est en fait, c'est carrément en fait une dame avec son bébé qui veut donner tout simplement le lait qui est ici, comme vous voyez Nestlé Milk Food, donc la nourriture Oui. du lait de Nestlé. Voilà. Oui, Antoine? Non, mais oui, c'est bien ce que je me disais, c'est perverti, mais ça reste, Parfait. l'artiste a quand même montré qu'il savait dessiner, quoi. Voilà. Ouais. Donc ça, voilà. Après, il y a Nestlé qui arrive là. Euh, Ça, c'est le siège qui est en Suisse, basé à Vevey. Ça, c'est les parts qu'ils ont. Donc, c'est la répartition des activités de Nestlé. À savoir que leur principale activité, c'est la boisson. Tout ce qui est le lait, c'est la principale activité. Sans le lait, ils commencent à mourir. Euh, donc voilà, vous avez plein de, comme je vous l'ai expliqué, vous avez plein de marques comme Nescafé, Nesquik, Nesti, Spécialité, Nesvita, Buitoni, Le Parfait, Chocapic, Cookies House et j'en passe. D'ailleurs, un serial FIFA, je savais pas ça. Je croyais que ça faisait office de la FIFA, Fédération Internationale de Football Association. Et à savoir que Nestlé est aussi le second actionnaire de L'Oréal, avec presque 30% de son capital, juste après la famille Bettencourt. Voilà. Donc, à savoir, bien sûr, je vais faire sur Nesquik un petit aparté pour que vous ayez bien les choses en clair. Et d'ailleurs, je pense que c'est Antoine qui va le documenter. Et ça va être assez marrant. Donc là, vous voyez nettement leur chiffre d'affaires, mais qui n'est pas mis à l'ordre du jour, bien sûr. Voilà. Donc, je vais laisser faire Nesquik à Monsieur Antoine.
Voilà. Ben écoute, avec plaisir. Enfin, Nesquik, en fait c'est un peu le mixeur Moulinex en plus récemment, des quelques décennies après. Et c'était la poudre que mon père, que les potes à mon père, en rentrant dans les détails, adoraient prendre le matin. Et la poudre poulain aussi, le chocolat poulain, tu sais, la Mhm. poudre de lait au chocolat, que je prenais pas trop, mais à un moment j'en ai pris beaucoup. Et alors, toi, tu es le professionnel pour l'histoire du Nesquik. J'ai pas approfondi dans l'histoire du Nesquik. Mais encore une fois, tous les groupes alimentaires, Nesquik, vu que là on en parle, on est dans le Truman Show en fait. Voilà. C'est Truman Show. D'ailleurs, dans le Truman Show, à un moment, il y a la femme du gars, je sais plus comment s'appelle le gars qui est victime du Truman Show, et sa femme, euh, artificiellement, comme si elle était un robot, dit ah, ben t'as vu la nouvelle marque, Nana, ça sera bien pour notre jardin, ou je sais pas quoi. Et c'est vraiment, on vit dans un Truman Show qui est gigantesque. Et ben, je te laisse compléter parce que j'ai pas approfondi dans l'histoire de Nesquik, mais voilà ce que j'avais à dire par rapport à ça. D'accord. Bah, pour compléter sur ta phrase de Truman Show, l'acteur principal était Jim Carrey. Et après, pour l'histoire, bon, c'est moi, j'ai ma connaissance à moi, mais c'est vrai que c'est un peu affiché. Nesquik, je vais vous montrer une photo, parce que là, vous n'avez pas vraiment la photo. Je vais vous montrer une photo après de la marque avec sa boîte. C'est vraiment mais stupéfiant. Et c'est un régal pur rôle pour pour les spectateurs comme ils sont l'habitude d'aller au spectacle. Donc, il faut savoir que, comme tu l'as dit, à la base, Nesquik, c'est une poudre chocolatée. Tout comme Poulain, Banania et tout le bazar. Nesquik, qu'est-ce que c'est? C'est en fait le complément de deux prénoms. Alors, Ness de Nestlé et Quick, juste Quick. Avant, Nesquik, il s'appelait juste Quick. Parce que Quick, en anglais, ça veut dire rapide. Voilà. Quick, quiet. Euh, Ensuite, le Quick, comme il était un peu, on va dire, pas vraiment ancien, mais ça lançait pas trop l'entreprise, c'était pas assez bling bling, on va dire. Donc il fallait un nom qui fasse quoi, un peu classe par rapport à Nestlé. Et pour le lancer en Europe, du coup ils ont fusionné les deux. Donc ils ont fusionné Nestlé et Quick, ce qui a donné Nesquik. Et en Europe, avec le lancement, ça a fait mais un gros boom. Il a été tellement énorme que ça a eu un succès à plus de 2 millions de, de recettes, particulièrement en France, je parle. Après, en Europe, ça s'est étalé à hauteur de plus de 10 millions d'euros, mais en France, c'était plus de 2 millions de recettes en euros. C'est énorme pour un lancement. C'est comme si c'était tout de suite la vente du iPhone 6 dernier cri. Voilà, c'est un peu la même chose. Juste parce qu'on a associé le Nest de Nestlé et le Quick, qui était la marque à la base. C'est tout. Donc je vais vous afficher une petite affiche très sympa qui va vous faire réveiller. Moi que j'adore. Alors Nesquik. Oh, attends là. On va l'avoir ici. Il n'y a pas autre part. Allez, adjugé vendu. Adjugé vendu. Alors Nesquik. Alors comme vous pouvez le voir, c'est Nestlé, d'accord. Bon, chocolat testé, machin truc bidule, mais ça c'est pas le plus truc. Le plus marquant, et je pense que vous allez vous régaler sur cette image-là, qu'est-ce qu'elle veut nous faire dire cette image? Bah, déjà, on voit qu'elle veut nous faire dire que ça appartient à Nestlé et que la marque c'est Nesquik. Bon, qu'est-ce qu'elle veut nous faire dire ensuite? C'est que la mascotte est un lapin. Voilà, et c'est un lapin qui mange des boules de chocolat. Donc de la Alors, merde. c'est ce que j'allais dire justement, c'est ça qui va vous faire rire, c'est que le lapin quand il chie, qu'est-ce qu'il chie? Eh ben, pour les gens qui ne savent pas et qui ne sont pas forcément au courant, un lapin,
quand il chie exactement ce qu'il mange dans la cuillère, c'est-à-dire des boules de chocolat à la même taille que celle-ci. Et donc, c'est pour l'image de la boîte, si vous mangez du Nesquik au petit-déj, c'est comme si que pour eux, vous mangez de la merde. C'est exactement la même chose. Et quand vous avez décrit cette image, c'est une plaisanterie hallucinante, mais qui ne fait pas rire beaucoup. Voilà. Oui, bah, c'est comme tout, il se faut de la gueule du peuple terrien, donc Ouais, oui, je confirme. voilà. Donc, voilà. Donc là, on va passer aux actions. Les actions Nestlé, comment elles se sont faites en 2 ans? Principalement, j'ai envie de vous dire, c'est stable. Nestlé est stable. En même temps, ça se comprend, c'est suisse, c'est avec du franc suisse, c'est neutre. Là-bas, en Suisse, il y a les plus grosses banques du monde. C'est un pays de la finance. C'est un pays qui est en Europe. Donc, je comprends que ce soit stable. Il y a tous les environnements qui sont là et réunis pour faire, bien sûr, quelque chose de stable. Alors, ça a démarré à 70,25 et ça aujourd'hui à 77,38. Je crois que c'est clôturé. Ah non, même pas, c'est pas encore. Hein, c'est pas encore. Oh putain, c'est pas encore clôturé. La gueule. Il s'arrête à quelle heure? Je croyais qu'il s'arrêtait à 19h, moi. Enfin, ah non, non, c'est clôturé, ouais, c'est ça. Non, ouais, le marché est clôturé là. Donc là, c'est à 77,38. Aujourd'hui, la fin de journée a été à 77,50. Bon, c'est une petite légère, hein, vraiment une légère petite hausse, mais par rapport à septembre 2014, on peut dire que c'est stable. Voilà. Ils vont dans les hauteurs de 72, 73. J'ai envie de dire, leur action est stable. Pour l'instant, ils sont bien Nestlé. Pour l'instant, ils sont bien. On va voir par la suite. Pour ma part, je trouve, après, je sais pas pour toi Antoine, mais pour ma part, Nestlé va commencer à légèrement décliner. Ben, en fait, tout va décliner, de toute façon. Toutes les multinationales vont décliner très bientôt ou pas, ça dépendra, mais dans tous les cas, elles vont décliner, tout simplement en fait parce que le réveil fait que l'alimentation de la plupart des gens change, et s'ils changent pas, ben, les gens qui ne changent pas s'écroulent. C'est dur, mais c'est ça. Et d'ailleurs, je te complète, c'est une synchronicité, j'en ai parlé avec mon ami. J'ai fait une pièce de théâtre au lycée dans le cadre des TPE. J'ai écrit une pièce de théâtre d'un débat télévisé où il y a un patron de la multinationale de Nutella que j'ai appelé Nutello, avec un philosophe, un présentateur télé et un gars de la campagne en fait. Je schématise et ils débattent ensemble pour expliquer le problème de la société majeure. Je pourrais le publier si ça peut intéresser, mais en gros ça m'a fait beaucoup penser à ce thème et Nestlé et tout ça. Donc je reviens sur la question. Pour moi, ça va pas durer indéfiniment et c'est en déclin. C'est en déclin. Et si on voit que c'est pas en déclin et qu'on voit que c'est en augmentation, c'est un signe de déclin quelque part. C'est un signe que c'est pas durable et que ça va pas durer longtemps. Le fait que ça augmente très très fortement. Voilà. Oui, puis il y a aussi le fait, et ça a été paru, mais bon, je vais pas l'élucider, nous sommes déjà à hauteur de plus d'une heure de, de vidéo, mais il faut savoir que maintenant, au jour d'aujourd'hui, les sociétés comme les multinationales, surtout les multinationales, se font leur propre argent. C'est-à-dire que maintenant, ils sont arrivés à un certain seuil au niveau du déclinement, qu'ils se sont dit, eh ben en fait, on va consommer de l'intérieur pour nous faire du bénéfice. Alors qu'en fait, c'est totalement faux, c'est des chiffres bidons comme le chômage français. Et donc, c'est des chiffres manipulés pour vous dire, voilà, la société est encore là, elle est encore positive, mais en fait, dans le fond du même, et si je vous sors les vrais chiffres, Nestlé n'est pas vraiment en bonne position et je pense que dans les prochaines semaines à venir, il va décliner fortement.
L'économie globale va décliner de toute manière. Enfin, cette économie, elle va transiter et quand elle sera, bon, on va pas aller trop loin, mais en gros, elle va pas durer très longtemps, cette économie. Oui, bien sûr, Pas oui, oui. longtemps du tout, en fait. Bah, de toute façon, là, on est tous d'accord. Bon, après, on ne fait juste un petit avant-goût l'économie d'après. C'est que, enfin, si elle existe, c'est que l'économie va chuter dans les prochains mois et elle va pas s'en remettre. Donc après, il y aura bien sûr d'autres alternatives qui viendront, mais encore là, je vais pas vous révéler des choses parce que c'est quelque chose dont j'ai envie que vous épatez comme ça. Juste, n'ayez pas peur et surtout, vous n'achetez pas des choses qui sont superficielles, artificielles, superflues, que ce soit dans l'économie, dans tout ça, parce que ça va pas durer très longtemps. Hmm. Je peux vous dire quelque chose? Vous savez que j'ai une autre émission après, là. Et Ouais, donc, on me demande de venir. Et donc, je vais être obligé, malheureusement, de vous quitter. Et donc, y a pas de voilà, souci, je vous souhaite c'est une bonne normal. soirée à tous les deux. Et puis là, bah, je change d'émission. Ça D'accord? marche. Ok. Mais Allez, bonne émission, Gérard, ouais. Belle émission à toi et puis elle merci. démarre en live à 20h, mais on m'appelle déjà, là. Voilà. Allez, bonne soirée à tous les deux et à ceux qui nous écoutent. Bonne Bonsoir. soirée. Salut Gérard. Merci. Donc là, on va passer sur le dernier. Ça, c'est la dernière. Après, on va clôturer cette émission qui d'ailleurs est une belle émission pour ma part. Ah On va oui, oui. clôturer sur Johnson Johnson, la fameuse entreprise pharmaceutique. Ah, la pharmacie, qu'est-ce qu'on aime bien. Tu sais, Nicolas, il faudrait des tas d'émissions pour parler de tout ça, mais c'est bien de schématiser tout ça parce que c'est compréhensible, je pense. Mais ouais, vas-y. C'est sûr. Donc, Johnson Johnson, une entreprise pharmaceutique. Alors, qu'est-ce qu'ils vendent? Ils vendent des produits de santé, des produits d'hygiène et des produits cosmétiques. Alors, comme vous pouvez le voir, je vais vous faire un petit truc vite fait. Euh, euh, hop, Monsanto, une petite marque. Je crois que c'est celle-là la meilleure. Bingo. Là, il est où Johnson? Voilà. Johnson Johnson, qu'est-ce qu'il vend? Il vend Neutrogena, Clean and Clear. Il vend aussi One Touch. Il vend aussi Nicorette, Benadryl, Sulfaden, Humodium, hein, les médicaments qui vont je ne sais pas qu'est-ce que c'est, Tylenol et j'en passe. Voilà, ça c'est Johnson Johnson. Donc c'est quand même des trucs assez sympathiques. Hop. Donc c'est toujours coté en bourse, hein, toujours. Hein, c'est toute multinationale qui se respecte. Côté en bourse, son siège social au Nouveau-Brunswick, dans le New Jersey. Il y a un actionnaire, c'est la France, AXA principalement, une assurance que tout le monde connaît. Barclays, une banque, et différents corps des États-Unis. Voilà. Donc, ils vendent des médicaments, du matériel médical, des produits de santé et d'hygiène cosmétique. Ça, c'est leur chiffre d'affaires qu'ils ont eu en 2014. Je vais encore vous exposer juste après le chiffre d'affaires qu'ils ont eu. Alors, voici le fondateur, Robert Wood Johnson, premier. Parce qu'après, il y a eu le Robert Wood Johnson II. Oui, c'est pas un pape. Hein. Donc, après, vous connaissez l'expansion et tout. Je vais pas vous faire. Ça, c'est le siège social, Johnson Johnson. Excusez-moi, j'ai la voix un peu sèche. Et donc, donc chez nous, Johnson Johnson Beauté France est situé à Issy-les-Moulineaux, dans les Hauts-de-Seine. Et il y a aussi un autre Johnson Johnson qui est là pour la production, chez nous en Normandie, à Val-de-Reuil, donc dans le département de l'Eure. Donc voilà, donc ça c'est les principales activités. Tu veux en dire plus?
peut-être? Oui, enfin, plus concernant les ancêtres de ces compagnons, on remarque d'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu, enfin, si toi t'as dû voir, mais pour ceux qui ont, que c'est des familles, c'est des familles qui se réunissent et qui créent ces groupes, ces forums. Mais en fait, si on va plus loin, ces familles sont toutes, en fait, elles sont quasiment toutes reliées entre elles. Et c'est en fait une sorte de mafiage à un certain niveau qui est connecté avec toutes les autres mafias, entre guillemets, en politique les multinationales alimentaires qui touchent l'industrie agroalimentaire. Je pense la clôture de ça sont étroitement liés avec la politique, avec le complexe militaire industriel. Tout se connecté, il n'y a rien qui est séparé alimentaire et rien à voir relié. Ça a bugué. Tu m'entends? Moi, je t'entends, mais ça avait bugué à la fin, en fait. Ah non, c'est un génie. C'est un génie? D'accord. Ok. J'ai fini. Ah, ça finit. Ok. Parce qu'on t'entendait pas très bien. D'accord. Bon, voilà. Donc, c'est tout ce qu'on peut dire de Johnson & Johnson, hein. On va passer à la bourse et puis après, on va clôturer l'émission en vous remerciant. Donc, Johnson & Johnson, légère hausse, hein, vous pouvez le voir. Ça a commencé à 106,59 et ça a terminé aujourd'hui à 123,40. Le mois dernier, il était à 125,23. Énorme. Et aujourd'hui, il a baissé un petit peu, hein. Très léger, mais bon, il a baissé. Donc, il a eu une légère hausse, hein. C'est très léger ce qu'il a eu. Il a eu une légère hausse de environ 23 milliards de dollars à peu près. C'est pas trop énorme, hein. C'est très faible pour la société. Donc, on peut dire que, bon, il y a par rapport à 3 ans, ils sont en déclin. On voit que l'activité commence à ralentir, donc c'est bon signe pour les gens comme nous. C'est bon signe. Et c'est surtout, comme tu dis, important de suivre, d'observer toutes les facettes de l'écoulement, que ce soit en politique, au niveau énergétique, au niveau de rentrer dans les détails et tout. Et parce qu'en fait, ça permet un enrichissement de notre champ de conscience vis-à-vis de toutes les notions, les facettes, les paliers différents sont dans cette matrice. Et c'est génial, la géopolitique, l'histoire des dynasties, tout ça, c'est vraiment intéressant. On n'a rien à perdre quand on travaille dessus, parce que tout se rejoint et c'est un puzzle gigantesque qui est passionnant à découvrir. Et là, on rentre dans un chaos immense qui va faire que tout ce dont on parle dans cette émission, ça tend déclin. Effectivement, ouais. C'est vrai. D'accord avec toi. Donc, ouais. Ben, écoutez, comme je vous l'ai dit, l'émission se termine. J'ai envie de dire merci à vous d'avoir été jusqu'au bout, parce que c'est vrai que ça a duré plus d'1 heure, hein. Je peux vous dire que ça a duré au moins 1h20, 1h25 à peu près. Et c'est assez énorme, mais il le fallait, je pense que c'est largement mérité. Hein? Je ne sais pas quel est ton partage. Bah si, justement, c'est bien de se rendre compte du temps qu'on a pris pour parler de tout ça. Ça montre que vraiment on y était impliqué dedans. Donc c'est super, quoi. Enfin moi je suis vraiment content de pouvoir parler d'un thème principal et de divaguer de droite à gauche, tu vois, pour relier les choses entre elles. Et c'est super. C'est nickel, j'adore. Bon, je vous remercie à vous tous. Merci encore d'être fidèles à l'émission Divulgation et Vérité. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des commentaires juste en dessous. Je vous répondrai comme toujours à toutes les questions, à tous les commentaires. Même si vous dites des gentillesses, je vous répondrai merci. Il n'y a pas de souci. Je
vous adore. On se retrouvera, mais là, c'est par contre pour une émission préenregistrée. Donc, c'est parce que, en fait, je vous explique. Comme je vais partir lundi prochain au Canada, donc au niveau du décalage horaire, c'est-à-dire il y a 6 heures de décalage horaire, je ne vais pas forcément faire l'émission en direct parce que je serai dans l'avion. Donc, je vais vous faire l'émission préenregistrée. Je pense que si j'ai le temps à l'aéroport, je vais vous le mettre le matin très très tôt, genre à 9 heures, pour que vous soyez bien. Donc, ce sera une émission préenregistrée. Dans 2 semaines, le lundi, dans 2 semaines, ce sera une émission en direct. Je serai au Canada et ce sera à l'heure pour moi midi, mais pour toi, ce sera 18 heures, comme d'hab. Merci à vous, grand merci. Merci à toi, Antoine, d'avoir participé. Merci Nicolas, c'est un plaisir. Merci à vous. Et bien sûr, comme toujours, je vous souhaite une excellente soirée à vous. Portez-vous bien et on se dit à lundi prochain. Ciao, bye bye. Salut. Salut.